D'accord ou pas d'accord? Il est d'accord. Eh ben, je vais commencer avec Carole, tiens. Oui. Tu es d'accord avec Ivan Leko? Oui. Parler ballon sérieusement sans se prendre au sérieux, c'est toujours mieux. Bienvenue dans un nouvel épisode du Clubhouse Football Time. C'est la spéciale invitée du mois et c'est un bonheur de vous retrouver encore une fois pour, eh bien, tout simplement le dernier épisode, l'épisode consacré à Belgique-Ukraine, Ukraine-Belgique. On va évidemment aborder avec détail, précision. On va essayer d'aller dans le, on va dire, dans le cœur de cette rencontre pour essayer de tout analyser et j'ai un énorme plaisir aujourd'hui, c'est que j'ai un invité tout à fait spécial. Vous le connaissez peut-être si vous êtes un fan du Standard, si vous êtes un fan de Charleroi, si vous êtes un fan peut-être des Diables Rouges, également du Club de Bruges et de l'Union Saint-Gilloise. Monsieur Karel Gerhardt est dans la maison. Bien sûr, c'est magnifique. Vous avez encore bien Louvain. Je suis encore à Louvain, donc... Mais je sais pas si on a beaucoup de supporters de Louvain. Écoute, si vous regardez, c'est magnifique. Ouais, on sait jamais. C'est près de Bruxelles, donc... C'est voilà. clair, c'est clair. Et puis si vous connaissez pas sa carrière de joueur, également champion de Belgique avec le Club de Bruges, vainqueur de la Super Coupe de Belgique également, vainqueur de la Coupe de Belgique. Un énorme palmarès, quand même, du côté de Karel Gerhardt. Et puis, une saison absolument incroyable aussi du côté de l'Union Saint-Gilloise, mais on y reviendra. On va commencer par saluer également nos chroniqueurs. Bonjour Xavier. Bonjour, ça. Quand tu penses à Karel, quel est le premier souvenir qui te vient? Parce que faut savoir quelque chose, Karel. Xavier est tout simplement l'homme le plus expérimenté de l'émission. Donc lui, il a peut-être des souvenirs que moi j'ai pas. C'est bien de pas dire le plus vieux, toi. Ah ben, et t'es toujours avec le même sponsor. D'ailleurs, au niveau des pulls, ça n'a pas changé. Rentré, toi. Exactement. Quand tu penses à Karel Gerhardt. Bah moi, c'est vraiment les images quand il était au Standard, vraiment c'est vraiment sa période qui m'a marqué le plus dans sa carrière de footballeur de manière générale. Oui, une période assez géniale avec Dominique Donofrio en tant qu'entraîneur à ce moment-là, avec évidemment des joueurs qui sont devenus également des entraîneurs énigmatiques comme Sergio Conceição. Oui, correct. Oui. Une période assez légendaire. Ben écoute, c'était une période magnifique. J'ai vécu 3 saisons là-bas. J'ai joué avec des joueurs super au niveau de qualité de footballistique, mais aussi de caractère. C'était dans le vestiaire tout le temps quelque chose à vivre. C'était avec Rapaic, avec Conceição, c'était Deflon, c'était Léonard, c'était Onyewu, c'était Sapinto, c'était Jorge Costa derrière le Portugais. Ben écoute, j'ai vu des choses magnifiques. Ouais, et à ce moment-là, il y avait encore les filets qui séparaient dans le stade. Ils l'ont enlevé après, Oui. les fameux filets. Oui. C'est vrai que ça c'est encore une autre époque. Thomas, comment vas-tu? Très bien. Je suis là aussi. Mais oui, c'est très bien, toujours très élégant également, le même sponsor que Xavier. Je pense que vous avez le même numéro. Je le mets plus autant qu'avant. Je suis content en tout cas de te retrouver cette semaine. Yes. Justement, quand on parle de Karel Gerhardt, ça te fait penser à quoi, toi? Bah moi c'est bizarre, mais je vais sortir. Moi c'est surtout la période du Club des Bruges, parce que moi j'étais un peu plus jeune quand il était au Standard, donc j'étais pas encore hyper intéressé par le foot à ce moment-là. Et les petites cartes Panini aussi, parce que je me souviens, j'en ai décollé. Je t'ai collé plusieurs fois dans mes bouquins Panini. Ah ouais, c'est vrai que c'est assez dingue. C'est vrai que bon, le futur récent fait en sorte qu'on te connaît un peu plus comme entraîneur. Ouais, c'est ça. Et on a une image de toi comme joueur, qui est un joueur qui va beaucoup dans l'impact, dans l'intensité, qui n'hésite pas, etc. Moi, j'ai trouvé pas mal de similarités avec l'Union Saint-Gilloise de Karel Gerhardt. Est-ce que toi, quand tu rentres dans un vestiaire et quand tu veux vraiment donner cette identité, tu as l'objectif de dire « je veux qu'on comprenne c'est quoi la patte Karel Gerhardt ». Oui, je pense que c'est très important une fois quand tu rentres dans une vestiaire comme entraîneur, il faut montrer ce que tu veux. Il faut leur montrer avec des images, il faut leur montrer, il faut leur parler. Et il faut le mettre sur l'entraînement, sur le terrain, c'est le plus important. Mais il faut que le joueur, il monte sur le terrain chaque jour pour aller gagner quelque chose. Je veux pas qu'il monte sur le terrain bien sûr, pour prendre plaisir, parce que le foot, c'est pour prendre plaisir. Mais chaque truc qu'ils font, il faut qu'ils font avec détermination, avec beaucoup d'impact, d'intensité. Parce que le foot moderne, il faut regarder chaque match, tu peux voir, c'est intense, c'est vraiment très intense et quand tu l'entraînes pas bien,
Les matchs, c'est pas la même chose. Qu'est-ce qui a vraiment changé entre ton époque de joueur sur le terrain et ton époque d'entraîneur? Quand tu vois les joueurs, l'évolution du football, entre ceux que tu as entraîné et que tu entraînes, et le football où toi, tu étais joueur, où tu avais le ballon au pied. Ben écoute, c'est devenu plus d'impact physiquement. Déjà, dans mon époque, c'était parfois possible que dans les dernières 10-15 minutes, l'adversaire, ils sont morts, ils sont cuits. Dans cette époque, ça arrive plus souvent. Tous les joueurs, ils sont normalement, physiquement, ils sont au top et ils savent jouer au foot. Aussi, dans mon époque, c'était possible qu'il y avait des joueurs qui étaient moins talentueux, qui savaient pas trop jouer au foot, mais c'était des joueurs qui savaient courir pendant 90 minutes. Ça a changé aussi, donc ça veut dire qu'une évolution dans cette niveau, chaque niveau, ils sont évolués. Et quel est l'apport le plus important que tu souhaites amener à tes joueurs, à tes équipes? Qu'est-ce que tu veux amener justement le plus de toi, de ta personnalité quand tu rentres dans un vestiaire? La mentalité de vouloir gagner chaque match. C'est le plus important. Bien sûr, on va parler tactiquement, on va parler mentalement et tous les paramètres qui sont là. Mais la mentalité de vouloir gagner chaque match. Donc, ça veut pas juste dire qu'il faut commencer à tacler. Non, ça veut dire aussi qu'il faut demander chaque ballon. Il faut parfois oser faire tes actions sur le bon endroit du terrain. Pour un défenseur, parfois, il faut vouloir prendre cette ballon, aller jusqu'au fond. Il y a d'autres moments, il faut jouer collectif, d'autres moments, il faut jouer un peu plus individuel. Donc, jouer pour gagner, pour moi, veut pas dire juste faire des tacles, parce que ça, c'est l'ABC de foot de moi. Faire de l'impact, il faut le faire. Et pour gagner, il faut demander ballon, il faut oser, il faut faire beaucoup de choses. Ouais. C'est une mentalité très brugeoise, ça. Bleuvenhaan, hein. Je l'entends dans sa façon de parler. Ça ressemble fort à la mentalité brugeoise. Oui, c'est la mentalité brugeoise, mais je pense que c'est une mentalité qu'il faut avoir dans chaque équipe, de manière générale. Écoute, si tu veux pas gagner chaque match, il faut faire autre chose. C'est comme ça. Et ça doit pas être facile parce que tu m'avais dit, on en a parlé tout à l'heure en coulisses, c'est très différent d'être entraîneur et d'être joueur. Quand on est un nouvel entraîneur, qu'on rentre dans un vestiaire, qu'on doit se faire accepter, comme ça a été le cas du côté de l'Union Saint-Gilloise, comment est-ce qu'on fait pour, dans le premier discours, tout de suite avoir les joueurs avec soi? Quelle est vraiment la patte, la magie, la clé pour qu'à un moment donné, on dit, OK, maintenant, on parle à un entraîneur, c'est pas l'ancien joueur, on va être véritablement conscient de ce qu'il va nous proposer? Ben, écoute, il faut dire la vérité, les choses comme toi tu les vois, comme toi tu les penses. Il faut le dire parce que tu le crois. Moi, je vais pas aller devant un groupe et je vais dire des trucs où je suis pas derrière, où je suis pas en 100%, où je me sens pas à l'aise. Non, quand je parle avec mon groupe, que ce soit collectif ou individuel, moi, je dis vraiment les choses comme je le sens et je suis convaincu. Ça, c'est le plus important. Je suis pas quelqu'un qui va dire des choses qui sont un peu dans l'air, qui sont pas vraies. Oui et non. Moi, j'aime être correct avec tout le monde. Une communication assez claire, ça aide beaucoup. Et c'est comment que tu te fais respecter alors? Quand ce que tu as dit se transforme en réalité sur le terrain? Oui. Là, les joueurs, ils voient que ce que tu as dit, c'est vrai, quoi. Oui, c'est toujours comme ça. Quand je dis des choses, aussi dans des conversations individuelles, il y a beaucoup de coachs aussi de mon époque qui me disent, oui, voilà, tu joues pas parce que, voilà, ils ont une excuse, mais dans 2-3 semaines après, tu vois, mais c'est pas vrai ce qu'il m'a dit, là, tu perds tes joueurs. Donc, au niveau de crédibilité, pour moi, comme coach, t'as droit qu'une chose, quoi. Quand tu leur dis des choses qui sont pas vraies, deuxième fois, ils vont dire, mais le coach, il nous ment, c'est pas vrai. Donc, il faut être toujours très ouvert, très correct avec tes joueurs. Et parfois, ça peut être un message pas assez gai, pas agréable. Mais c'est comme ça que tu avances. C'est comme ça que tu tiens un vestiaire. C'est comme ça que derrière, les joueurs, ils ont du respect pour toi. Et même quand t'es pas juste avec eux. Mais comme j'étais à l'Union Saint-Gilloise, quand j'étais l'adjoint, j'étais aussi comme ça. Parce que comme adjoint, c'est plus facile, c'est autrement, tu peux un peu... T'es un peu le copain des joueurs. Tu peux être joueur. C'est plus lax. Oui, c'est plus lax. Ça peut être facile, mais moi, j'étais pas copain de mes joueurs. J'étais bien avec eux. Ils étaient très respectueux vers moi. Moi, je vers eux. Mais j'étais pas avec eux. C'est pas grave. Je comprends. Oui, normalement, tu dois jouer. Non, je dis, moi, je vais te pousser comme tu vas jouer. Il faut que tu travailles. Et ça, ils aiment bien aussi. Tu veux leur aider. Pas être leur copain, tu veux leur aider pour devenir mieux. Tu le sens, quoi.
Tu le sens que Oui. c'est ça aussi. Tu veux leur montrer que quelque part, ils valent plus que juste une relation humaine. Oui, entre- exact. Mais écoute, humainement, moi, je suis bien avec tout le monde. Moi, je suis quelqu'un qui est ouvert, qui est normal, qui est social, qui comprend le jeune joueur, qui est vraiment cool, quoi. Moi, je peux être cool aussi. Mais il faut trouver le bon moment. Thomas. Moi, qui a été assez remarquable de ta période du côté de l'Union, c'est que justement, tu as parlé du fait que tu étais adjoint. Donc, c'était l'adjoint de Félix Mazou, pardon, pour rappel. Ce qui a été remarquable, je trouve, c'est la transition entre Mazou Gerhardt, c'est qu'on n'a pas forcément remarqué la différence en termes de résultats. Parce que moi, quand on a dit Mazou part à Anderlecht, j'ai dit ok, l'Union, ils vont faire une saison blanche, ça va pas du tout être la même que celle qu'on a vue avec Mazou. Mais en fait, c'était tout à fait le contraire. Donc on a quand même vu un niveau assez élevé et même meilleur sous tes ordres à toi. Et je me demandais comment c'est possible justement de garder cette confiance d'un groupe alors qu'on a changé d'entraîneur et de philosophie dans un certain sens aussi. C'est ça qui m'a fortement étonné du côté de l'Union quand tu as été Oui. Ben écoute, entraîneur. l'Union, c'est quand même une histoire pour moi spéciale parce que j'étais là-bas 4 ans. Donc d'abord comme entraîneur adjoint. Et quand je suis arrivé à l'Union, c'était vraiment pas l'Union d'aujourd'hui, c'était vraiment l'Union qui était en D2, qui était là-bas du D2. Il y avait quand même pas mal de problèmes dans le vestiaire, dans la direction et tout. C'était pas l'idéal. Mais on a commencé à travailler très, très intense avec Chris O'Loughlin, Philippe Bormann et Alex Mudio. Donc, on a commencé à travailler vraiment dès les débuts de réinstaller beaucoup de choses. Ah, t'es arrivé avant Mazou ou en même temps que Mazou? Avant. Avant Un an. Mazou, ok, Un an d'accord. avant Ah, Mazou. ça, je savais J'étais pas. un an avec Thomas Christiansen qui était à ce moment Le tien, l'entraîneur c'était qui du coup? principal. C'était qui? Thomas Christiansen. Ça, Ouais. ça me dit plus rien du tout ça. Oui, mais écoute, C'est une ancienne époque. c'est une ancienne époque, mais c'est le sélectionneur du Panama. Maintenant, Ah, ça ok. fait déjà 4 ans, il le fait très bien. Et il a Amir Murillo dans son équipe. Donc Oui. c'est pas Oui. mal. Incroyable. Hein, aussi, je fais juste une petite digression, mais quand je pense à Amir Murillo, des fois, il y a des joueurs comme ça, Carole, dont tu ne crois absolument pas quand ils sont dans le championnat de Belgique. Et quand ils sont dans un autre contexte, dans un club avec d'autres attentes beaucoup plus hautes, ils explosent absolument. À titre personnel, j'avoue m'être complètement trompé sur moi Amir aussi, Murillo. je le rejoins. Je te rejoins, Je ne ouais. m'attendais pas Ouais. du tout qu'un joueur avec ce niveau-là puisse avoir une réussite pareille dans un grand club comme l'Olympique de Marseille. Des fois, tu as connu des cas comme Oui, ça? ben écoute, parfois c'est remarquable et souvent, et parfois, je le remarque aussi, on sous-estime le championnat belge. Je dois le dire, on a le cas maintenant de Murillo. On a tous vu qu'il a des qualités, bien sûr. Anderlecht, c'est l'impact, il est physique, il a quand même un bon pied droit, il sort le foot, c'est un vainqueur, c'est un gagneur aussi. Et voilà, parfois, tu as un joueur qui n'est pas totalement uni avec le club où il joue. Par exemple, avec Murillo à Anderlecht, c'était peut-être pas le match Ouais. parfait. Ouais. Il est parti et là-bas, à Marseille maintenant, il a trouvé il aime les stats, par exemple, comme ça, il devient encore mieux. Et il y a une personne qui est incroyable pour trouver le match parfait. Tu le connais, tu viens d'en parler, Chris O'Loughlin. Ça, c'est Oui. extraordinaire. Oui. Alors, il y a une chose qui est assez importante, et je pense que ça a pu être la clé aussi de votre association, c'est que toi, tu as un historique avec l'histoire du business football. Tu as été coordinateur sportif du côté du KVO, donc tu as aussi, quelque part, l'expérience du business derrière, de comment est-ce que on fait les deals, etc. Est-ce que ça t'a aidé pour mieux comprendre comment travaille notamment avec les data Chris O'Loughlin pour maintenir et construire ton équipe? Est-ce que ça aussi, c'est la base? C'était 3 mois. J'étais 3-4 mois. J'étais à Alwostend avec Luc Devroux, qui était à ce moment directeur sportif. Donc, j'étais 3-4 mois avec lui. Il m'a pris avec. Ouais. Et bien sûr, j'ai vu des choses. J'ai entendu des choses à côté du foot. Mais quand je suis arrivé à l'Union, c'était vraiment avec Chris O'Loughlin on a vraiment commencé à travailler bien ensemble, mais surtout sportif. Sportif, comment on va mettre le centre d'entraînement, qu'est-ce qu'on va faire, ce qui est important, qu'est-ce qu'on va faire d'être le vestiaire, la salle de musculation, les joueurs, qu'est-ce qu'il faut quelles caractéristiques ils ont. Il y a beaucoup de travail derrière le truc pour trouver des bons joueurs. C'est la data, oui, c'est important.
Mais deuxième chose qui est importante, comment est-ce qu'un joueur réfléchit? Est-ce qu'il a la bonne mentalité? C'est qui les personnes derrière le joueur de foot? Là, il y a beaucoup de travail. Et ça, les data peuvent pas dire ça. La data te dit pas ça. Tu peux avoir une guide, mais il faut investir les joueurs, leur socialisation, qu'est-ce qu'il faut là? Là, tu peux trouver beaucoup de choses. Ouais. Ça me fait un peu penser à l'entretien qu'on a eu avec le directeur sportif de la Louvière qui était venu la saison David dernière Dorligan, et qui font un peu le même travail. Je pense qu'ils ont repris un peu le même fonctionnement et on voit que ça porte ses fruits parce que actuellement la Louvière est 2e ou 3e et peut potentiellement monter en division 1. Il avait parlé justement des caractéristiques et de la mentalité d'un joueur. Oui, c'est hyper important. C'est hyper important parce que les data, ils sont très importants aussi. Croyez-moi, ils peuvent te dire beaucoup de choses. Mais parfois, il y a des super bons joueurs qui disent la data, mais tu vas parler avec un joueur et tu le sens pas. Oui, mais il y a un recul aussi dû à ton expérience. Enfin, j'estime que quand on a travaillé justement dans une position quasiment directeur sportif à Ostende, qui est malheureusement un club aujourd'hui qui n'existe plus, mais qui a vraiment été hyper important à un moment donné dans l'histoire de notre championnat de Belgique, on arrive à mieux comprendre ce que notre dirigeant, quand on est entraîneur, veut faire, tu vois. Oui, bien sûr. Ça t'aide à comprendre. Oui, ça aide à comprendre parce que il n'y a pas juste le foot, hein, il y a aussi le business derrière le foot. Il y a l'argent, il y a le sponsoring, il y a beaucoup de choses, la licence et tout. Donc, je comprends, c'est un travail assez compliqué aussi. Ouais, il y a beaucoup de règles, beaucoup de trucs à suivre. Et avec Philippe Bormans, l'Union aussi quelqu'un qui est magnifique pour gérer tout ça. Ouais, c'est vrai. Philippe Bormans qui est un personnage, hein, aussi. Mais oui, c'est un personnage. Si tu l'aimes ou tu l'aimes pas, c'est comme ça. Mais moi, comme entraîneur principal ou adjoint, j'ai bien travaillé avec lui. C'est pas, on parlait pas chaque jour, mais quand on se voit, il te dit aussi, c'est comme ça. Tu sais très bien ce que tu as. Mais tu sais aussi ce que tu n'auras pas. Voilà, oui, voilà, mais c'est comme ça. C'est comme ça, mais j'aime ça. Ouais, non, mais c'est clair, c'est intéressant. Tu parlais d'entraîneur, justement. Est-ce que le Karel Gerhardt de l'Union Saint-Gilloise et celui de Schalke 04, c'est la même personne? Ou est-ce que tu as dû évoluer, faire évoluer ta méthode, ta façon de penser l'entraînement? Comme entraîneur, je suis évolué énormément. Donc, je suis challengé, c'est ça? Ouais, tu as été challengé. Ouais, j'ai été challengé vraiment en Allemagne. C'est un autre pays, c'est une autre langue, une autre culture. Donc, ça, c'est normal quand tu pars à l'étranger. Il faut t'adapter. C'est le premier pas. Mais la deuxième chose, c'est, ça joue quand même dans un bon niveau en Allemagne, tactiquement. C'est vrai que quand tu viens comme Belge en Allemagne, tu viens en D2. Tu connais pas tous les joueurs, tu connais pas tous tes collègues entraîneurs, comment ils travaillent, comment ils jouent, leur manière de jouer. Donc là, je me suis vraiment aussi découvert et j'ai quand même pas mal progressé là-bas comme entraîneur avec mes joueurs, mais aussi avec le club, avec les médias, avec tous autour du foot. Et avec une pression complètement différente. Hein. Oui. On en parlait tous les deux. C'est quasiment le 3e club le plus médiatisé d'Allemagne. Toi, tu as dû faire face justement à des pressions absolument différentes de celles à l'Union. À l'Union, tu as peut-être 1 ou 2 journalistes à la semaine. Exact. Là, c'est 15-20 quoi, avec des énormes journaux. Oui. Là, c'est autre chose. C'est chaque jour. Il y a des histoires dans les médias. C'est vrai ou c'est faux. J'en sais rien. Mais chaque fois qu'il y a les moments de presse. Ils étaient de temps en temps, ils étaient live sur Sky et tout, donc juste des conférences de presse normaux ici en Belgique où il y a 2-3 personnes là-bas, ils vont live, tout le monde, ils regardent, donc c'est incroyable, mais pour moi c'était pas un problème parce que la pression, moi je l'aime. Je l'aime de le gérer, voilà, c'est une des qualités que j'ai reçues, je pense, du nature. Et le niveau de la Bundesliga 2? Le niveau de la Bundesliga 2, parce que tout le monde se pose beaucoup de questions sur ce championnat. On dit il y a énormément d'espace, c'est un peu Aqua Boulevard pour les ailiers, ils se font plaisir, etc. On a connu d'ailleurs des joueurs qui étaient dans notre championnat de Belgique, et notamment Jean-Luc Dompé, qui aujourd'hui est du côté d'Hambourg, qui se fait plaisir sur les côtés, qui est un joueur très rapide, etc. Toi, qui as connu le championnat de Belgique et maintenant la Bundesliga 2, comment tu évalues le niveau des deux? Est-ce que tu penses que c'est plus fort, c'est moins fort? On en est où par rapport au championnat de Belgique? Ben écoute, je pense la top 5, 6 à Belgique, ils ont quand même un niveau supérieur par rapport à beaucoup d'équipes en D2 Allemagne. C'est vrai,
certainement au niveau footballistique, ils ont plus de jeux, plus la technique de base, il est quand même présent en Belgique. Mais il faut pas oublier, en D2 Allemagne, c'est quand même des bonnes équipes qui savent jouer au foot. C'est pas vrai qu'il y a d'espace à côté pour les alliés, pour se faire prendre plaisir. C'est vrai que Jean-Luc Dompé, c'est un excellent joueur, mais c'est pas qu'il fait 20 buts chaque saison, qu'il fait des assists et tout. Il faut qu'il bosse aussi, qu'il travaille. Et deuxième chose qui est quand même différente par rapport à la Belgique, les stades. Il y a presque partout 50 000, 60 000 personnes dans les stades. La semaine passée, c'était Hertha Berlin contre Schalke. 85 000 personnes, 25 000 de Schalke au déplacement. Donc ici, il y a une manière de gérer la pression aussi pour les joueurs. De jouer, par exemple en Belgique, il y a des stades où il y a 7 8 000 personnes. T'as pas la sensation que t'es en division 2. Ça, c'est autre chose. Mais oui, c'est ça, c'est quand même incroyable. Oui. Et puis c'est beau aussi, les joueurs, ça les motive. Oui. Thomas. Ouais, on a parlé de Jean-Luc Dompé, donc un ancien joueur qui était en JPL, qui est en Bundesliga. Dans ton noyau à toi, il y avait aussi un ancien joueur du Jupiler Pro League que moi j'ai toujours adoré. C'est un jeune joueur qui était formé à Charleroi, donc Wazinski, qui était dans ton noyau, que moi j'aimais beaucoup. C'est un énigme pour moi. Super joueur. C'est un énigme pour moi parce que quand il était à Courtrai sous Stork, je l'adorais. Franchement, il était très fort. Mais toi non plus, tu l'as pas souvent utilisé. Aujourd'hui, il se retrouve dans les U23 de Genk. Pour moi, c'est un énigme parce que je pensais vraiment que ce joueur allait pouvoir s'installer en Pro League. Et je me demande pourquoi. Qu'est-ce qui n'a pas fonctionné avec Ben lui. écoute, tout d'abord, Martin, c'est un joueur magnifique. Il est certainement footballistique. Il sait jouer vers l'avant. Il a une super bonne passing. Il voit le foot. Mais comme beaucoup de joueurs qui arrivent en Bundesliga, qui arrivent à Schalke, il faut d'abord d'adapter. Donc, il était en train de s'adapter vraiment très bien. Il essaie aussi. Au début, il n'a pas joué parce que voilà, il y avait d'autres joueurs qui étaient à ce moment plus forts pour moi. Mais malheureusement, je suis resté que 6 matchs. Ouais, c'est vrai que donc voilà, je n'ai pas vraiment pu donner sa chance, mais je l'ai vu évoluer à Schalke vraiment dans une manière positive. Et c'est dommage qu'il est maintenant en D2 Belgique, en U23 de Genk, parce que je pense qu'il mérite mieux. Ouais, et le fait qu'il ait signé à Schalke, c'était par rapport à toi ou c'est Marc Wilmos qui l'avait fait venir? C'était certainement Marc Wilmos qui le connaissait déjà assez bien. Il m'a parlé de lui, je le connaissais aussi, donc je trouve aussi un intéressant, bon joueur, un bon profil parce qu'il est encore jeune. Donc voilà. Oui, puis il y a eu une fin à Schalke, effectivement, que personne n'aurait souhaité chez toi. Mais ce qui est bien, c'est que avec cette fin-là, on avait quelque part un peu l'espoir du début. T'étais déjà très sollicité, alors que les gens espéraient que tu partes. Enfin, tu vois ce que je veux dire? T'as une belle cote aujourd'hui sur le marché, on peut dire la vérité. Oui, c'est ça. C'est quand même génial d'avoir la possibilité de dire, bah, même si je pars, je sais que je suis sollicité, je sais qu'il y a de l'intérêt pour moi. Au moins, tu perds pas la confiance en toi, quoi. C'est déjà ça. Non, mais je crois en moi-même, je crois en mes qualités, je sais, donc, je suis capable, et je sais aussi mes qualités, donc voilà, je suis confiant, il faut que ça soit clair, que c'est important. Allez, on va jouer un petit jeu, on va passer à l'happening de Thomas, qui en plus justement est extrêmement intéressant parce qu'on fait un peu le bilan de la phase classique, quoi. C'est pas vraiment un petit jeu cette fois-ci, on va plus s'orienter vers ce qui s'est passé lors de la phase classique. Donc on va choisir le meilleur gardien, meilleur défenseur, milieu de terrain, pardon, et le meilleur attaquant. Donc j'avais demandé que mes collègues le préparent et pendant que Carole, tu joues avec nous? Ouais. Pendant écoute, je peux réfléchir et je peux jouer avec vous, pas de problème. Super. Ouais, on va commencer avec le gardien. Alors moi j'ai pris Mike Penders. Ok. Donc pour moi c'est le meilleur de la phase classique. Bah pour moi en tout cas je l'ai trouvé très intéressant sur la deuxième partie de la phase classique. Il a été titulaire à partir du 11 janvier, il s'est vraiment installé dans cette équipe de Genk et je trouve que c'est un joueur qui a un potentiel énorme. On rappelle que Chelsea a dépensé 20 millions d'euros pour un garçon qui n'avait pas joué en équipe première, donc ça veut dire qu'il a un sacré potentiel. Il le voit un peu comme le futur Thibaut Courtois. Voilà, je trouve que c'est quand même un joueur qui mérite en tout cas d'être vu et j'aime beaucoup les prospects, donc ça c'est sympa. Moi j'ai pris Colin Koosmans parce que je trouve que c'est le gardien qui a peut-être fait gagner le plus de points à son club
dans cette phase régulière. Je te rejoins parce que j'avais pris également Colin Kozeman, il a été hyper important pour Anderlecht, donc pour moi c'était le meilleur de cette phase classique, même si Sven Lamons n'aurait pas démérité non plus. Défenseur. Matt Smets. Pourquoi? Parce que j'ai été impressionné, simplement. Ouais. Je trouve que c'est un défenseur central incroyable. Il a un niveau fantastique. Mon rêve, c'est de le voir dans l'Atalanta de Gianpiero Gasperini. Parce que je trouve qu'il a véritablement le morphotype parfait pour jouer dans cette défense à 3-4-2-1. J'ai commenté Atalanta Inter ce week-end encore. Je l'ai vu sur le terrain, quoi. Je l'ai vu. Non, mais je trouve qu'il a vraiment ce truc pour jouer dans le haut niveau du football italien et devenir vraiment un top. Il pourrait très bien être bon ailleurs, hein, c'est pas ça que je dis, mais je l'ai vraiment comme certainement un des meilleurs défenseurs centraux de notre championnat, mais surtout en devenir, il a quelque chose, ce Matt Smets. Okay. Voilà. Par contre, j'ai oublié de demander le meilleur gardien. Non, mais on va faire tout, on va faire tout d'un coup après Carole. T'attends de réfléchir. Défenseur? Moi, je vais prendre une valeur sûre de notre championnat, prendre Don Mekelep, que je trouve qu'il a pas forcément fait beaucoup d'erreurs pendant la saison. Il est toujours là, jamais blessé. Jamais on le fait souffler ou quoi dans la rotation, il joue tout le temps et je trouve que il a quand même été important pour le club cette année. Répète le nom. Mekelep, Brandon Mekelep. Ouais. Bah moi j'ai choisi un joueur que je trouve que les défenseurs on les met moins en avant que d'autres joueurs parce qu'ils ont moins de statistiques. Mais moi j'ai plutôt choisi pour un joueur à en devenir aussi, c'est Zeno van den Bosch. Ah, celui-là tu l'adores, hein, tu n'arrêtes pas d'en parler. Mais moi je trouve que c'est un défenseur très prometteur. Il a quand même là ici j'ai entendu une stat quand je regardais le match face au Standard, ça fait 58 matchs d'affilée qu'il joue pour l'Antwerp. Donc c'est quand même une très belle stat pour un joueur de son âge, jeune. Il est accompagné d'un excellent défenseur, donc Toby Alderweireld. Je le trouve vraiment impressionnant et pour moi ça peut être un futur Diable Rouge par la suite, même si on a quand même Matt Smets qui est un peu plus devant à ce jour, mais je pense qu'il a un certain potentiel qu'on doit encore découvrir. Oui, qui, je ne m'abuse, est sous contrat jusqu'en juin 2025, Van den Bosch. Donc il va avoir certainement encore des sollicitations cet été. Je sais que le Torino était très intéressé l'été dernier, donc il y a peut-être une possibilité pour lui de faire un beau transfert et continuer à progresser. C'est bien que tu parles de lui parce que contre le Standard, on en reparlera un petit peu plus tard, vraiment j'ai trouvé extrêmement intéressant. Les deux façons, Mais je suis curieux de le voir quand maintenant que Toby est blessé, comment il va performer. J'ai eu l'impression qu'il y a un moment où quand Toby était blessé, il performait moins bien. On verra s'il arrive à prendre le rôle de leader que Toby Alderweireld a fait durant toute la saison et la saison d'avant. Les milieux de terrain, je pense que j'en parle depuis le début de l'émission, mais la réalité, c'est que Ardon Jachari, c'est véritablement l'homme, l'incroyable milieu de terrain depuis le début de la saison. Je crois que le club de Bruges, eux-mêmes, ils ne s'attendaient pas à avoir un talent pareil exploser. Hein. C'est un talent qu'on a acheté du côté de Bruges à 7 millions d'euros, bonus compris, et qui va certainement être vendu entre 35 et 40 cet été, quoi. C'est fou. Ardon Jachari, il est incroyable. C'est vrai qu'il y a Jachari qui est incroyable, mais moi, j'aurais envie de mettre en avant David Heinen aussi. Parce que je trouve que Heinen, on n'en parle pas tant que ça, mais au final, il rate aussi aucun match. Brian Heinen, tu vois. Brian, pardon. David Heinen, c'est encore notre joueur. Lui, au Togo, lui, au Kazakhstan. Brian Heinen, excusez-moi. Je trouve qu'au final, un peu comme Mekelep, c'est un joueur sur qui on peut compter, qui fait jamais de mauvais matchs. Ici, même cette année, il a reculé d'un cran. Il est quand même super performant. Il est même appelé en sélection maintenant. Donc, je trouve que c'est intéressant aussi de le mettre en avant. Alors qu'on n'en parle pas tant que ça. Juste un petit mot sur Brian Heinen. Enfin, un petit peu de considération pour Brian Heinen. Ça fait combien de temps qu'il est à la porte de l'équipe nationale et que on attend, en fait. Écoute, déjà souvent, et c'est comme on dit ici, c'est un joueur magnifique. Hein. Ce que j'adore certainement chez lui, il est tellement confortable avec le ballon. Il s'est tourné, donner des passes vers l'avant, il s'est donné des derniers passes, il est fort dans les duels. Donc pour moi, c'est un joueur quand même assez complète sur cette position. Peut-être l'explosivité, mais bon, c'est un milieu central, donc voilà, il est un très bon joueur. Qui a prolongé d'ailleurs son contrat très récemment, que j'avais un peu vu dans un style, je me rappelle du match entre le Standard et le KRC Genk, un peu à la Tony Kroos belge. C'est toujours prendre ce petit pas de retrait, etc. Je suis d'accord avec toi, c'est vraiment un excellent joueur. Long ballon court. C'est lui qui contrôle un peu le rythme de son adversaire et justement qui contrôle surtout le temps du jeu. Et quand il n'est pas là, ça se voit. C'est là où ça se voit, là. Exactement. Oui, c'est vrai. On s'est pas concerté, mais pour moi, c'était sans hésitation. Jachari, on peut pas regarder à côté. C'était incroyable. La phase classique avec lui, c'est terrible du côté brugeois. Attaquant. Bon, très rapidement, Adriano Bertaccini, évidemment, parce que avec une équipe aussi
difficile et moyenne que Saint-Tron, parce que c'est une réalité, c'est pas une équipe du top. Aller mettre 16 buts, Ouais, c'est très très fort. Très Hein. fort. C'est très très fort. Il faut se rendre compte de ce que ça veut dire, de jouer la descente et le maintien, et d'aller mettre 16 buts, hein, les gars. Ouais. C'est Et fort. la façon de les mettre, c'est pas des buts comme ça que tu mets. Il y a vraiment une certaine technique et une intelligence assez surprenante pour ce joueur à Saint-Tron. Je suis complètement d'accord avec toi. Moi, j'ai hésité avec Bertaccini, mais je vais prendre un autre joueur que sa femme aime bien aussi, c'est Ivanovic. Oui, bah oui. Au final, il s'est très bien adapté au championnat. Il vient du championnat croate, qui est pas forcément pareil que la JPL. Et on a vu qu'il avait pas mal de talent, et je pense qu'il mérite quand même une place de meilleur attaquant de notre championnat. Et d'ailleurs, petite transition, on en parlait dans cette émission, il a été sélectionné pour Ouais, la Croatie. On en parlait déjà depuis quelques semaines, ça a été confirmé. Il le mérite, évidemment, quel joueur incroyable. Ouais, bah Pareil. pareil. Pour moi, c'est Ivanovic aussi, c'est ce que j'avais préparé, donc tout est dit. C'est parfait. Et justement, ça va me permettre de poser la question à Karel. Qu'est-ce qui manque encore dans cette Union Saint-Gilloise pour être champion de Belgique? Toi, tu l'as vécu, tu as été à l'intérieur. Il y a quelque chose qui peut naître. Est-ce que c'est la position? Est-ce que c'est le moment peut-être pour l'Union d'être le chasseur? Est-ce que c'est ça? Est-ce que c'est ce fameux position entre chasseur-chassé dont parlait la semaine dernière Thomas? C'est quoi? Qu'est-ce qui manque pour être champion? Chaque saison a sa vérité, hein. Donc chaque saison il a différente, hein. La saison passée avec Alexander Blessin, ils ont mal commencé le playoff, hein. Ils ont eu, je pense, 4 défaites de suite. S'ils gagnent un de ces 4 matchs, ils sont champions. Donc parfois c'est sur les détails. Et comme moi j'étais entraîneur avant, le championnat il a duré 5 minutes rond. Donc en l'air de 5 minutes, il était champion. Mais bon, c'est vraiment sur des petits détails. Donc qu'est-ce que leur manque? Il faut que, comme avec la coupe la saison passée, ils ont gagné. Il faut qu'ils gagnent une fois. Et je pense cette saison ils ont une possibilité. Même si je suis un peu, je dis pas déçu parce que je peux pas être déçu. Leur prestation, le dernier match face à Genk. Tu t'attendais à mieux? Je m'attendais quand même mieux et certainement un peu plus collectif. Normalement, c'est une de leurs forces. Et là, j'ai vu quand même quelques fois pendant le match première période. Si ça joue un peu plus collectif, ça peut faire plus mal à l'adversaire. Mais voilà, maintenant ils vont chasser. Ça c'est clair. Tu sens quand même qu'ils sont prêts. Physiquement, ils sont bien. Donc ça dépend si leur duo d'attaquants promis avec Ivanovic, est-ce qu'ils sont dans une bonne forme? Ça peut faire mal. Leur entrejeu avec Sadiki, c'est magnifique. Donc. Et le retour de Vanout, il est important aussi. Il est important, mais il n'est pas encore là. Non, c'est ça le problème. En plus, apparemment, on parle d'une pubalgie et ça, ça se soigne pas en un mois. Donc pour moi, ça peut être la clé. S'il n'est pas là, ça pourrait peut-être leur porter préjudice parce que je trouve que c'est vraiment un excellent milieu de terrain et c'est vraiment la clé de ce milieu de terrain, je trouve. Et les attaquants, dans la complémentarité, ton époque, il y avait Gustav Nilsson, est-ce qu'il y avait Viktor Boniface également, Denis Eckert-Tayensa? Tu trouves que c'est meilleur ton époque ou le Ivanovic, Promise David avec Fousseini? Qu'est-ce que quand tu vois les qualités individuelles des joueurs? Encore une fois, ils ont tous leurs qualités spécifiques. Boniface est un joueur magnifique avec son grand corps. Difficilement remplaçable pour l'Union. Oui. Donc il s'est marqué des buts. Je l'ai rencontré la semaine passée. J'étais à Munich pour le match Munich contre Leverkusen. Donc je lui ai parlé 30 minutes. C'était magnifique de le revoir. Donc j'avais encore Van Zer avec lui. Donc c'était un duo assez complémentaire. J'avais Adingra qui jouait sur le côté, mais qui savait jouer aussi dans l'axe comme deuxième attaquant, dans une rôle plutôt libre. Ils sont le jeu, donc il faut trouver une bonne complémentarité. Et je pense avec Ivanovic et Promise, ils ont quand même 2 joueurs qui sont assez complémentaires. Ouais. Je trouve que le noyau de l'Union, même s'il est incroyable cette saison, il est quand même nettement meilleur quand il était meilleur sous les ordres de Gers que le noyau actuel de l'Union, parce que t'avais quand même un Teddy Thomas, Puertas sur le banc, Adingra, Boniface, Van Zer, c'était solide quand même. Solide. Bon, en fait, j'ai l'impression que tu vois, ton équipe, on ne se rendait pas compte à quel point elle était forte au moment où elle jouait. Et que maintenant, avec les années, on se dit, ah oui, en fait, c'était quand même solide. Tu vois ce que je veux dire? C'était très solide, parce qu'on parle des joueurs, la saison avant, avec Fletch aussi, on avait le duo Undaf, Van Zer, devant. On va Mitoma, pour moi, honnêtement, c'est une des meilleures joueurs que j'ai rencontrées dans ma vie. Je veux bien croire. C'est incroyable, la vitesse qu'il a, la dribble qu'il a, la mentalité qu'il a aussi, c'est vraiment la mentalité japonaise.
c'était exceptionnel. Donc, Mais c'était compliqué, Mitoma, je trouve, parce que tu avais aussi un Lapoussin qui était incroyable. Et il c'était était- deux oui, concurrents, oui, deux joueurs. Oui. Et le système n'était pas forcément adapté à ses qualités non plus, je pense. Mitoma, je pense qu'il est nettement meilleur en tant qu'ailier pur et dur. Oui, exactement. Avec lui, tu peux, mais tu peux varier avec lui. Tu peux mettre bas gauche si tu veux faire offensif, quoi. Ouais, carrément. Et il a fait comme ça, quand il est monté sur le train, on était réduit à 10. Félix, je lui ai mis à bas gauche, mais il t'a sorti une mytho là-bas. C'était vraiment incroyable. Mais il y a tellement beaucoup de joueurs, comme tu venais de dire, de Puertas. Quand moi j'étais entraîneur, ils jouaient pas comme titulaire. Ouais. Mais ça voulait Thomas, dire quoi. que j'avais avec Linen, avec Teddy et Lazare, qui était dans le meilleur Lazare. Ouais. Écoute, ils étaient magnifiques. Mais en même temps, comme entraîneur, tu as besoin pas juste d'un joueur. Tu as besoin de plusieurs joueurs. Et Cameron, c'était un joueur qui était vraiment qualité supérieure. Mais il avait la malchance que ses concurrents, ils performaient aussi tellement bien. Et quand Cameron montait sur le terrain, il marquait toujours des buts. C'est un joueur Donc incroyable. ça veut dire Incroyable. qu'il avait des qualités qu'il donnait aussi à l'équipe. Et c'était quelqu'un qui était vraiment très populaire aussi dans mon vestiaire. Il avait un gros, C'est un comique, hein. c'était un gros personnage, un gros caractère aussi. C'est une caractère. Fallait composer avec Cameron. C'était pas facile toujours. Hein, Non, honnêtement, Cameron, c'était un caractère magnifique parce que c'était un joueur qui, comme je viens de dire, il jouait pas comme titulaire souvent, mais il était toujours à l'entraînement. C'était mon joueur qui était, qui donnait. C'était vraiment un joueur que j'adore. Cette mentalité, cette qualité. Et ça me faisait mal, beaucoup mal. Ça me faisait mal que je pouvais pas l'aligner comme titulaire parce qu'il méritait vraiment à 100%. Mais parfois, il faut faire des choix comme entraîneur. Franchement, un Teddy Thomas, Puertas, Linen, ça devait être quelque chose quand même. Si les trois étaient au meilleur niveau, ça devait être quelque chose. Ouais. Thomas ou Xavier, faites-moi un petit plaisir. Il y a des pancartes ici en dessous. Donnez-la à Carole de sorte à ce qu'il puisse participer à notre prochaine séquence. C'est le d'accord, pas d'accord. Bien sûr, on va démarrer avec la phrase qui a quand même fait énormément frémir dans le milieu du football belge. C'est celle d'Ivan Leko avant le match entre le Standard et l'Antwerp. Moi, j'aimerais vous entendre tous les trois là-dessus. Sa phrase est la suivante. Le Standard ne peut pas parler d'Europe. Les Europe Playoffs, c'est un peu comme des matchs amicaux. Est-ce que vous êtes d'accord ou pas avec cette phrase? Oui ou non? Moi, je vais mettre les deux parce que... Non. Attends. Je t'expliquerai après pourquoi. Oui, mais dis si t'es d'accord ou pas. Lève le. Voilà. Il est plus pas d'accord que d'accord. Il a mis le pas d'accord, notre ami Xavier. Pas d'accord. Pas d'accord. D'accord ou pas d'accord? Il est d'accord. Okay. Eh ben, je vais commencer avec Carole, tiens. Oui. Tu es d'accord avec Ivan Leko? Oui. Pourquoi? Je suis d'accord parce que les Playoffs 2, c'est pendant les années, j'ai vu beaucoup de matchs et beaucoup de clubs, ils vont commencer à expérimenter. Ils vont commencer à mettre des joueurs pour voir une fois pour la saison prochaine, est-ce que c'est le bon joueur, oui ou non, est-ce qu'on va la garder, oui et non. Et je trouve que quand tu joues pour l'Europe, il faut que tu joues sérieusement, il faut jouer toujours avec ton meilleure équipe et pas commencer après une ou deux défaites de Playoff 2, on oublie parce qu'on va avoir des matchs qui sont pas, pour moi, pour moi, ils sont pas au meilleur niveau à ce moment. Donc voilà, je comprends ce qu'Ivan il dit. Il sait aussi très bien, c'est l'entrée, le moyen, mais ça n'a rien à voir. Mais comme je viens de dire, il y a beaucoup de clubs qui commencent à expérimenter dans ces Playoff 2 à cause des raisons différentes, mais on ne le voit pas en Playoff 1. Puis si on se met aussi. Chaque club, ils vont jouer pour gagner ça, avec normal, leurs meilleurs 11 joueurs. Ils vont pousser des joueurs qui sont peut-être blessés pour qu'ils soient prêts pour le week-end et tout. En Playoff 2, on dit laisse tomber, on le mettra en repos, on va déjà préparer la saison prochaine. Ça, je trouve un peu bizarre quand même. Puis si on se met aussi dans la peau d'Ivan Leko, c'est quand même la peau d'un mec qui a toujours tiré derrière lui son groupe. Ça a été dur, d'aller à chaque fois les prendre dans leur dos en disant allez mes copains, ça va aller, etc. Là, il doit repartir encore à la guerre en sachant qu'il y a la moitié des joueurs qui sont pas tellement concernés par les Playoffs 2, qui savent que peut-être ils vont retourner dans leur club parce que la plupart sont en prêt. Vas-y pour vraiment motiver tes joueurs. Mais ok, écoute, ça c'est le métier de l'entraîneur. Il va le faire. Ivan, je suis convaincu qu'il va le faire. Il va motiver ses joueurs. Mais écoute, on va voir, on va attendre encore quelques semaines. Mais une fois que les playoffs 2 ils sont commencés, après 2-3 matchs, on va voir la composition de beaucoup d'équipes. On verra beaucoup de jeunes du SL16FC, à mon avis. Ouais, mais je trouve que c'est pas normal qu'on aborde justement ces playoffs en tant que club de cette manière-là. Le discours de Leko me dérange parce qu'on dit justement, on fait des matchs amicaux. Mais si tu pars déjà avec cette phrase-là et cette mentalité-là, c'est que forcément, t'as pas forcément envie
de te battre et de jouer l'Europe. Alors que moi, je trouve que tous ces clubs-là, Charleroi, Malines ou Standard ou tous les autres qui sont qualifiés pour les Euro Playoffs, je trouve qu'ils devraient avoir cette mentalité. On a encore une chance de jouer l'Europe. Ça devrait être beau pour un club justement de pouvoir décrocher encore un ticket. Il reste encore un ticket. C'est faisable. C'est pas insurmontable non plus. C'est ça qui me dérange dans ces Euro Playoffs, c'est que tous les clubs abordent ça d'une façon négative, alors que justement tu devrais être content et heureux de pouvoir encore te battre pour quelque chose. Tu devrais être compétitif en tant que club, et c'est ce qui manque. Je trouve ça trop bizarre. Ça fait des années qu'on a cette mentalité-là par rapport à ça. Mais je suis convaincu qu'il y a des clubs qui le vont aborder aussi comme sérieux, quoi. Une équipe comme Charleroi, je suis convaincu. Je connais un peu Mehdi Boyat. Ouais. C'est quelqu'un qui va tout faire pour gagner ce playoff 2. Donc, moi, j'espère. Je dis pas que tous les clubs ils vont le prendre comme deuxième option, mais il y a malheureusement parfois des clubs qui sont dans le fond du classement. À un moment, ils vont abandonner, ils vont toujours avec la meilleure équipe, et puis tu vas perdre en intensité, ça c'est sûr. Ouais, mais je trouve que l'option justement maintenant qu'on ait 4 équipes en play-down, ça réduit aussi le nombre d'équipes qui peuvent participer à l'Europe. Donc des clubs comme Malines, Charleroi, comme le Standard, il y a Louvain aussi, ils ont de certaines ambitions. Enfin, on les a connus, mais on les voit plus trop maintenant. C'est comme des clubs qui peuvent prétendre à une place européenne dans un certain sens. D'être européen c'est ça, mais moi je trouve que tu devrais avoir cette envie-là en tant que club. Et en concernant, je vais en parler, Dender, est-ce qu'ils ont la licence pour être en Europe? Oui, ok. Dender, c'est vraiment l'exception dans ces Europes-là. Mais c'est sans doute ceux qui vont jouer le plus gros rôle d'arbitre, parce que eux, ils sont à 3 points de Charleroi, ils peuvent le faire, quoi, tu vois. Ouais, mais je trouve que c'est dommage, la mentalité des clubs par rapport à ces Euro Playoffs, elle est minable. Franchement, je trouve ça dommage. Xavier, 2 mots? Moi, comme tu dis, pardon. C'est pour ça que je voulais mettre d'accord et pas d'accord, que tout simplement, comme l'a dit Karel, c'est que il y a des équipes pour qui les Euro Playoffs sont importantes, qui veulent peut-être le Standard ou Charleroi, qui veulent une place en européenne, et il y a d'autres clubs, après ou des matchs, ils s'en foutent. C'est pour ça que pour certaines équipes, c'est des matchs amicaux, pour d'autres, non. C'est juste pour ça. Je disais 2 mots parce que je voulais te relancer sur le match Standard Antwerp, en fait. Je voulais t'entendre sur le match. Est-ce qu'on a fondamentalement un enseignement à tirer de ce Standard Antwerp? Je pense qu'il y a peut-être un petit enseignement, dans le sens où quand le Standard a envie, ils sont capables de quand même jouer un peu plus au foot que ce qu'on a vu pendant la saison. Que pendant la saison, à mon avis, l'objectif principal du Standard, c'était le maintien et pas se faire peur pour le maintenir. Donc, quoi qu'il arrive, on essaye de prendre des points de n'importe quelle façon. On prend des points pour se maintenir. Et maintenant qu'ils peuvent jouer un peu plus libre, on voit que s'ils ont envie, ils peuvent jouer quand même contre Anderlecht. Ils ont un peu plus joué au foot aussi. Même si le résultat n'était pas là, mais ils ont quand même joué un peu plus au foot. Pour moi, il y a 2 enseignements dans ce match-là. C'est que tu as vu un Bolingoli, pour moi c'était un joueur enterré, mais il a eu une très belle performance. Je trouve qu'il a été haut niveau. Il a fait aucune erreur face à une équipe de l'Antwerp. Et le deuxième enseignement, c'est Karamoko, parce qu'on a vu un O'Neill qui était suspendu. Karamoko a repris sa place et il a vraiment montré que ça doit être le titulaire au milieu de terrain du côté du Standard. Et je me dis même, parce que je regarde aussi les matchs du Berscott ces dernières semaines, on pense notamment, on a envoyé un joueur, bon après ça c'était le choix de l'écho, Saabo par exemple, il performe très très bien du côté de Berscott et j'arrive pas à comprendre qu'on ait autant de problèmes au milieu de terrain du côté du Standard, alors que tu avais un Saabo dans le milieu de terrain qui performe très bien du côté du Berscott. Oui, je pense que c'est une question de statut. J'ai un peu l'impression qu'au départ, il a eu des difficultés à mettre sur le banc un capitaine. C'est jamais facile, parce que on a vu les performances d'Aiden O'Neill n'étaient absolument pas bonnes. Maintenant, on voit clairement que Karamoko, comme tu le dis, est bien meilleur. Bon, il doit améliorer ses frappes parce que c'était très compliqué pendant le match. Mais c'est pas grave, c'est juste une petite digression. Ça aussi, c'est pas facile, Karel. À un moment donné, dire à un entraîneur, je sais que t'es capitaine, je sais que t'es important dans le vestiaire, mais tu n'es pas assez bon. Il va falloir que tu prennes et que tu goûtes un peu au banc. Oui, exactement. C'est pas évident. C'est vrai que quand tu es un capitaine, il faut qu'il joue normalement, parce que c'est ton leader sur le terrain, c'est un deuxième souffle sur le terrain, mais parfois ça arrive que ton capitaine... Ça t'est déjà arrivé, ça? Oui, j'ai le vécu à Charles aussi. Mon capitaine, c'était Simon Terrot. C'était un attaquant. C'était le meilleur buteur de l'histoire de D2 en Allemagne. Donc c'était vraiment un joueur avec beaucoup de support derrière lui. Mais à un moment, voilà, je pensais que c'était mieux de jouer avec un autre attaquant qui était tu l'as mis sur le banc, okay. Donc je l'ai mis sur le banc, j'ai parlé avec lui. C'était pas, comme je viens de dire, c'était pas la communication ou la conversation la plus simple, mais il faut être honnête avec lui et avec les autres joueurs aussi et expliquer pourquoi et les raisons et tout. Donc ça m'a déjà arrivé. Quand tu penses comme entraîneur que c'est nécessaire pour l'équipe, il faut le faire. Tu regrettes d'ailleurs de l'avoir fait ça parce que c'est quand même assez, je pense, délicat de faire ça parce que tu dis que c'est un des meilleurs attaquants de Bundesliga 2
Oui. Est-ce que ça t'a porté le préjudice par rapport à tes résultats? Est-ce que si tu l'avais finalement gardé dans ton équipe, est-ce que tu serais encore à Schalke aujourd'hui? Non, parce que il a arrêté du foot après ma saison aussi, donc Ah oui, ok, donc donc ça va. cette Il ouais. te dégoûtait du foot. Non, quoi. non, c'est ça, tu- ouais. Il est mais sur le banc, il arrête. avait déjà 36 ans, donc Ouais. donc il avait déjà un certain âge, donc on le sentait, c'est qu'il C'était il la était fin, déjà à la fin de sa Ouais, carrière c'est vrai. et tout, mais il était Mhm. quand même le capitaine et tout, donc voilà. Et puis je vais vous demander de reprendre vos pancartes, messieurs, parce que avant évidemment le match de la semaine Belgique-Ukraine, on en parle dans quelques instants. Il faut évidemment parler du Sporting Charleroi, qui au-delà évidemment de ses qualités a peut-être prouvé contre Bruges qu'ils étaient trop tendres, trop gentils pour avoir les moyens de leurs ambitions. Est-ce que vous êtes d'accord ou pas avec cette phrase? Charleroi trop tendre, trop gentil pour avoir les moyens de ses ambitions. On rappelle les ambitions de Mehdi Bayat en début de saison, c'était les Champions Playoffs. Donc d'accord ou pas d'accord, Xavier? D'accord avec cette phrase? Pas d'accord du côté de Thomas? On n'est pas d'accord du côté de Carole? Je t'écoute Thomas et puis on ira sur Xavier. Et puis, et puis Trop Carole. gentil, je pense pas. Je pense que Charleroi a montré une certaine mentalité quand même durant la saison. Moi, je pense que le problème actuel des derniers matchs, c'est vraiment la charnière centrale. C'est que on voit vraiment une sacrée différence avec ou sans Ouzou. C'est le jour et la nuit. Mhm. C'est Keita, si je me trompe pas, qui est aux côtés d'Andréou. C'est très limite. Il a peur quand il a un ballon. Limite il tremble. Donc je pense que quand tu dis trop gentil, c'est le seul joueur que je pourrais dire où ouais il est trop gentil parce que il se sent pas à l'aise enfin je vais pas dire dans cette position là, mais en tant que titulaire on va dire. Donc non, Charleroi, je pense qu'ils ont fait plutôt une bonne prestation. Guillagon a été il a été déroutant aussi, très important. Je pense que non, mais par contre pour revenir à ce qu'on disait par rapport au capitaine, le problème du capitaine c'est ce qu'on a un peu à Charleroi aujourd'hui. D'accord, c'est le même problème. Zorgan est capitaine. Pour moi, j'adore ce joueur. Hein. Franchement, pour moi, c'est un des meilleurs milieux de terrain de notre championnat. Mais actuellement, il est pas à son niveau et ça lui ferait peut-être pas tort de le voir sur le banc pendant quelques matchs. Toi qui as joué, Carole, du côté de Charleroi, est-ce que tu sais c'est quoi le problème au niveau de la mentalité? Il est où le souci pour justement parvenir aux ambitions? Parce que à chaque fois, on a l'impression qu'ils sont pleins d'énergie, pleins de volonté, qu'on les sent capables d'y aller. Thomas l'a dit, il y a de très beaux joueurs dans cette équipe, mais il y a toujours quelque chose qui pêche. Oui, écoute, je pense que c'est pas le problème de mentalité. Le mot mentalité, encore une fois, c'est pas courir vers le tackle, non. Je pense que ce qu'il manque, c'est un peu de régularité. Hein. Comme on vient de dire ici, Zorgan, c'est un excellent joueur, mais il faut qu'il montre ça chaque semaine. Pour jouer le playoff 1, il faut que tu sois chaque semaine à l'auteur pour faire de bons résultats. Et je pense que c'est ça qui manque un peu au Charleroi, parce qu'ils ont montré vraiment cette saison des hauts, mais aussi quelquefois du bas aussi. Il faut que peut-être c'est mieux de jouer sur une certaine 7 sur 10 et pas 9 sur 10 et 5 sur 10. Exact, donc il faut trouver un peu de régularité. Mais je trouve le premier étape ou le premier pas vers le voie, il est mis. Je pense qu'ils ont quand même trouvé un joueur plus sexy qu'avant. Et maintenant, il faut qu'ils trouvent une certaine régularité. Et encore une fois, tu peux pas changer quelque chose dans une saison. Il faut 1-2 saisons pour arriver quelque part. Ouais, et puis il faut une adhésion totale. Hein. On sait que cette saison a été un petit peu émaillée par des conflits, notamment entre supporters et Mehdi Bayat. Donc ça pose aussi des problèmes. Ça pose des problèmes, c'est clair, mais en même temps, ça veut dire que et la direction, mais aussi les supporters. Ça existe depuis ton époque aussi, Carole. Oui, ils sont concernés. Ça vit. Le club, il vit comme moi. Dans mon époque, j'étais joueur au Standard de Liège. Le club, il vivait aussi avec Luciano Donofrio, avec les supporters. Parfois, c'était aussi des clashs. Moi, j'adore ça. J'adore travailler dans une club où ça bouge de gauche à droite. Il y a beaucoup de passion et ça, c'est important aussi, mais il faut le gérer, bien sûr. Pour venir à ça, par contre, ce qui m'embête un peu, justement, niveau tension du côté de Charleroi, c'est que, certes, on n'arrête pas de critiquer Bayat tout le temps, mais je suis certain, le jour où Bayat partira, Charleroi ne sera pas le Charleroi qu'on voit aujourd'hui, et les supporters vont regretter ce qu'ils ont dit, ce qu'ils ont pu penser par rapport à lui. Ouais. Xavier, un dernier mot sur moi, je Charleroi. voulais juste trouver, je trouve en fait le suite de Charleroi, c'est que ils veulent trop faire joujou avec le ballon tout le temps. Ils sont pas assez focus pendant 90 minutes pour pouvoir revendiquer des trucs en playoff 1. Quand tu vois le dernier goal qu'ils prennent à Bruges, c'est le genre de truc, si tu vises une place dans le top 6, tu dois être focus sur, tu peux pas prendre un goal comme ça. Genre tu regardes, tu sais pas trop, tu dois te concentrer sur ton match de 90 minutes. Le premier goal c'est aussi, après 5 minutes de jeu, ils sont pas dans leur match. Oh, le match il a commencé, on sait pas encore trop. Si tu veux vraiment aller plus haut à Charleroi, il faut être concentré de 90 minutes. Donc pour moi, ouais, je pense que c'est là tout aussi de Charleroi, et vous espérez que ce match-ci soit peut-être le déclic de se voir, regarde, contre une vraie équipe qui joue 90 minutes, 2 fois on a fait les idiots, et 2 fois on prend des goals. Si on veut aller plus haut, faut que ça concentre 90 minutes.
Et puis on démarre maintenant, bien sûr, le match de la semaine. Vous pouvez ranger vos pancartes, messieurs, c'est important. Évidemment, c'est le grand retour j'allais dire du Messi. Non, c'est le retour de l'équipe nationale, des Diables Rouges, c'est parce que évident. Messi, il est pas sélectionné avec l'Argentine. C'est vrai qu'il est argentin, tiens. Oui, mais il est pas sélectionné avec l'Argentine. Ah, il est pas sélectionné avec il est l'Argentine. blessé. Ouais. Ah ben voilà. Ouais, légèrement. Légèrement. Il est Mais en train Il choisit ses matchs pour le moment. Voilà, c'est ça, exactement. Quand on s'appelle Messi, on peut choisir ses matchs. Ça, c'est beaucoup c'est beaucoup plus facile. Évidemment, Belgique-Ukraine, une petite question très simple. Messieurs, qu'est-ce qu'on attend de ce match? Qu'attendez-vous de Belgique-Ukraine? Tu veux voir quoi, Xavier? Moi, reprendre du plaisir à regarder un match des Diables. Parce que je trouve que les 2-3 dernières sélections, au final, t'avais les Diables qui jouaient, mais personnellement, en tout cas, j'avais même pas envie. Que tu sais que sur le terrain, t'allais voir une composition un peu tout et n'importe quoi. Tu fallait t'attendre à rien, et j'avais pas forcément envie de les voir jouer. Alors que ici, vu la sélection, vu le nouveau coach, tout ça, j'ai envie de voir ce que ça va donner, un peu d'engouement autour de cette sélection. Moi, j'ai déjà pris plaisir en lisant la sélection dévoilée par Rudy Garcia. Un amoureux de lecture, hein, vraisemblablement, notre ami Thomas. Jusqu'à ce que je vois les deux sélectionnés d'hier, que je trouve incompréhensibles, qu'on rappelle Batshuayi, bon, dans un certain sens, ok, ça se vaut parce que il a un historique avec la Belgique qu'on peut pas négliger, mais quand t'as un Stassin qui n'est ni appelé en U21 ni en équipe nationale, alors qu'il a encore marqué des buts le week-end passé avec Saint-Etienne, j'ai beaucoup de mal à comprendre. Et ensuite on a Amin Al-Dakil. Je pense que Smets avait quand même un step au-dessus dans la hiérarchie. J'aurais préféré voir Smets et Stassin que Batshuayi, Amin Al-Dakil. Donc c'est un petit truc qui m'a dérangé. Oui, c'est vrai que on y reviendra avec la défense centrale dans quelques instants. Juste avant, toi, Carole, en tant qu'entraîneur, qu'est-ce que tu attends justement de Rudy Garcia? Parce que tu n'as pas la même lecture que nous d'un match. En tant qu'entraîneur, tu vois le football différemment. Qu'est-ce que tu veux voir de Rudy Garcia dans cette équipe? C'est vrai, mais je suis aussi supporter. Il faut pas l'oublier, je suis aussi supporter. Quand je regarde la Belgique, j'aime aussi voir beaucoup de passion, etc. Il n'y a pas l'œil analyste, il y a l'œil d'amoureux du football. Non, pas toujours. Parfois, je regarde aussi le foot et je suis avec les gens mono et je regarde le football tranquille et pas analyser tout parce qu'à un moment, il faut te relaxer aussi. Mais je m'attends jeudi un match, écoute, comme une des premiers matchs, je me rappelle de Dominique Tedesco en Allemagne. Est-ce qu'on se rappelle ces matchs-là? On a vraiment, on a vraiment tué cette équipe d'Allemagne avec du bon foot, du mouvement, du jeu vers l'avant, beaucoup de mouvements. Donc, c'est un peu à voir aussi pour moi, je veux découvrir quel est le maître de Rudy Garcia dans cette équipe. Donc, voilà, on peut discuter de la sélection et tout. Mais voilà, je suis sûr qu'il a fait pour moi une bonne intégration du foot belge. Il était dans beaucoup de stades, il a vu beaucoup de matchs, donc il travaille quand même assez professionnel. Si on se base sur sa sélection et son historique, ce sera un 4-3-3 avec une pointe haute, donc un milieu offensif et donc un vrai numéro 9 et alors des joueurs de côté. Est-ce que ça c'est une formation qui peut vous aller selon votre vision des Diables Rouges, Thomas? Mais carrément, surtout avec les joueurs qu'on a dans la sélection belge, on a beaucoup d'ailiers, donc automatiquement il faut qu'on aille sur un 4-3 avec minimum 2 ailiers, c'est logique parce que il y a tellement d'options. Et un vrai neuf, parce qu'on n'a pas forcément beaucoup de neufs non plus, à part Lukaku, Openda et Stassin, je vois aucun autre joueur, si ce n'est Batshuayi dans un certain sens, disponible. Donc je suis convaincu par le 4-3-3, mais à voir comment il va gérer le milieu de terrain. Ça, c'est le truc le plus important. Ah, c'est intéressant, parce que j'allais vous poser la question, moi, sur la défense centrale. Tu veux aller d'abord sur le milieu, on va y aller, Thomas, il n'y a pas de problème. Est-ce qu'on voit, par exemple, Nicolas Raskin titulaire dans cette équipe, sachant qu'il n'y a pas beaucoup de milieux de terrain disponibles. Là, on les rappelle, dans les milieux, il y a Kevin De Bruyne, il y aura Youri Tielemans, il y a également Brian Elneny, on l'a dit, Nicolas Raskin notamment, mais Van Aken aussi. Voilà, c'est des joueurs, des profils qu'on n'a pas l'habitude de voir ensemble. En tout cas, tu penches vers quoi? Moi, je pencherais plutôt vers un Raskin parce que il a quand même une confiance énorme en ce moment. Qualifié en Europa League, appelé en sélection, il a été excellent face à Celtic le week-end dernier. Un but, donc je pense donc je pense que c'est vraiment le moment de le mettre titulaire aux côtés de Youri Tielemans et Kevin De Bruyne. Ouais, c'est un peu le bon moment. Toi aussi, tu pars là-dessus, Carole? Écoute, il y a des options qu'il a à faire, donc je suis sûr il a appelé Raskin, donc ça veut dire qu'il voit des qualités en lui. Mais il a aussi appelé Hans Van Aken, qui a montré quand même avec Club de Bruges cette saison dans ce milieu du trait beaucoup de régularité offensif et défensif.
peut-être à voir de Garcia qui est fit avec Kevin De Bruyne qui sera sans doute là. Il faut voir vraiment. Mais pourtant, on peut pas se passer alors. On peut pas s'en passer. Non. On doit mettre Hans Van Aken dans le 11 de base, selon toi? Est-ce que il doit être dans ce milieu de terrain? On peut pas faire autrement? Si, tu peux faire autrement. Non, mais si tu le sélectionnes, c'est le meilleur joueur du championnat. Tu le sélectionnes, il est là. C'est un peu difficile de le mettre sur le banc. C'est qu'il est le meilleur joueur du championnat, ça n'a rien à voir. Oui. On peut pas comparer le championnat différent, mais c'est un excellent joueur qui est dans une excellente forme. D'accord. Donc, quand Rudy Garcia estime qu'il est vraiment top, il doit le mettre. Mais est-ce qu'on peut associer De Bruyne et Van Aken? C'est ça que je me pose. Ça, c'est compliqué. Je pense que c'est l'un ou l'autre. Oui, c'est ça, exactement. Après, Kevin De Bruyne ne fera, à mon avis, pas beaucoup de minutes. Vu son état physique, il est entré très rapidement, mais en cours de jeu, avec Manchester City contre Brighton ce week-end, il n'est pas non plus dans la meilleure des formes physiques, Kevin De Bruyne. C'est peut-être pas le meilleur moment. C'est comme le sent quand même. Je le sais pas parce que je lui ai pas parlé ou je connais pas exactement ce qu'il a. Mais il n'a pas beaucoup de minutes avec City, donc ça veut dire que quand même qu'il n'est pas à 100%, j'ai l'impression. Oui. Et c'est assez dingue parce que sous Domenico Tedesco, il refusait des sélections pour pouvoir se reposer, être en meilleure forme. Maintenant, il revient parce qu'il a besoin de retrouver la forme. Bien. Tu vois le football, c'est bien comment pour ça la Belgique quand même. Ouais, c'est clair. Ouais, voilà. C'est vrai. Mais comme quoi, les synergies peuvent changer de temps en temps. Xavier, dans cette défense centrale, tu vois qui? Il y a le grand retour de Brandon Mekele. Wout Faes est toujours là, mais à titre personnel, ces deux tracteurs, ces deux défenseurs centrales très lents, je ne les vois pas ensemble. Non, moi, je les vois pas ensemble non plus, mais je vois Mekele titulaire, plutôt que je trouve que il lui faut sa chance et comme je l'ai dit en début d'émission, toujours régulier, il fait rarement des mauvais matchs, donc je pense qu'il a un truc. Mais à côté de lui, il lui faut un joueur peut-être un peu plus rapide, parce que deux joueurs un peu plus lents, c'est peut-être plus compliqué, donc je vois peut-être bien Connie de Winter à côté. Oh, intéressant. Parce que je vois pas trop de Bast, pour moi, il est pas assez bon défensivement, très bonne qualité de relance, mais pas assez bon défensivement, et je pense que Garcia, il a envie d'avoir deux bons défenseurs d'abord. Mais en parlant de Basse, je me pose la question aujourd'hui, est-ce qu'il l'a appelé en tant que défenseur ou est-ce qu'il l'a appelé en tant que milieu? Parce qu'à ce jour, au Sporting, il faut savoir qu'il joue au milieu de terrain. Ça dépend. Et il fait il a rejoué défenseur, donc. Ouais, mais il a quand même été placé souvent Ouais, dans le milieu de terrain et je pense que ses meilleures performances étaient justement dans le milieu de terrain. Donc, je sais pas. Et Mokyo, c'est un peu pareil. On peut aussi le placer en défense centrale. Donc, je pense que aussi bien de Basse que Mokyo, parce qu'on parlait justement du fait qu'il y ait peu de milieu de terrain, mais je pense qu'il a appelé des défenseurs qui peuvent aussi être placés dans le milieu de terrain. Dans ce type de dilemme-là, il y a souvent la liste qui donne des indications très précises. Zeno de Bast est dans le secteur défenseur. Jordi Mokyo est dans le secteur milieu de terrain. Oui, mais quand il donne sa liste, dans son état d'esprit et dans la manière dont il le dit, il considère comme milieu de terrain. Il faut aussi comprendre les choses comme elles sont données. Et là, je pense que Jordi Mokyo, par exemple, dans cette fameuse position de numéro 6, pas de Mangala, pas d'Onana, pas de Romeo Lavia, Jordi Mokyo, il est là aussi pour combler cette position-là. Mais je veux dire que les deux, je dis pas qu'il a été appelé en tant que milieu de terrain, mais je veux dire qu'il a pris ces joueurs-là dans le sens où il sait que s'il y a un pépin ou autre, je pourrais les mettre à une autre position parce qu'ils sont polyvalents. Donc c'est ça qui est intéressant, surtout le fait d'avoir appelé Mokyo, je pense que c'est vraiment pour son polyvalence dans un premier temps. Il manque qui à cette sélection? Bastas, hein. Clair et net, oui, clairement. Moi, j'arrive pas à comprendre qu'il soit pas, et dans une moindre mesure, j'irais Mika Götze aussi, parce que même problème pour lui, ni appelé en U21, ni appelé en sélection belge, parce que on parle du forfait de Fofana et on a appelé Batshuayi. Déjà là, je trouve qu'il y a un quiproquo parce que on appelle un 9 pour un ailier. Je trouve pas ça très logique. Donc, je sais pas. Pour moi, c'est deux joueurs qui manquent un peu à la sélection. Tu verrais qui en défense centrale? Toi, on a parlé de Brandon Mekele. Oui. Tu penses que ça, c'est quelque chose qui doit être fait? Écoute, je pense que la réponse sur papier, il n'est pas là à 100%. Il n'y a pas un Vincent Kompany qu'on disait, ouais, lui, sur mesure, il joue. Sans doute, parce qu'il est vraiment talentueux, il est là, il s'impose chaque fois. Donc, pour l'instant, on est en train de chercher notre meilleur duo au trio pour jouer derrière. Mais comme j'ai entendu, Brandon Mekele, il fait une super bonne saison, hein, pas qu'en championnat et en Ligue des Champions. Il fait de super bonnes choses. On peut discuter, bien sûr, de Matas Metz. Je l'adore aussi. Comme joueur, il a fait une progression énorme. Et si j'ai entendu, il faut mettre Rasquet parce que c'est le moment de le lancer. Ben, écoute, c'est la même histoire pour moi de Matas Metz. À un moment, il faut lancer quelqu'un. Mais encore une fois, c'est pas que Matas Metz, il est là et les autres défenseurs, ils sont là. Donc, il y a quand même, ils sont tous plus ou moins au même niveau. Et c'est vraiment dommage qu'il n'y ait pas un profil qui est vraiment une flèche, quoi. Quelqu'un comme Vincent Kompany et Thomas Müller qui va assez rapide, qui sait
pour trouver une bonne complémentarité. Mais en tant qu'entraîneur, tu dois Oui. aussi trouver la situation de Rudy Garcia pas facile parce que tous les yeux vont être rivés sur lui, Oui. sur ses choix, Oui, sur ce qu'il va faire. Là, ils vont faire un choix et ça c'est clair. Donc, je trouve aussi très bien la manière où il communique toutes les choses. Il va trouver sa solution, sans doute. Et il a travaillé beaucoup le dernier mois. Il a fait beaucoup de scouting et tout. Donc, je suis sûr qu'il a une idée. Et je suis aussi convaincu qu'on doit donner confiance aussi à ce qu'il Oui, va faire. il faut lui donner cette bien confiance. Sûr, bien sûr, aussi les joueurs. Absolument. Xavier, pour toi, qui doit être capitaine? On part sur Romelu Lukaku ou quelqu'un d'autre? Ouais, Parce je pense que pas oublier non plus ce qui s'est passé avec Thibaut Courtois. C'est pour Ouais, ça que je non, pose la ça, question. mais je pense qu'au final, quand tu vois les 11 potentiels titulaires ou ceux qu'on sait qui devraient jouer s'ils sont fit, je pense que c'est assez logique de mettre Lukaku ou peut-être De Bruyne s'il est titulaire en fonction de son état, mais je pense que ça doit être un ou l'autre, ça c'est Ouais. sûr. Ce sera soit Lukaku, soit De Bruyne pour Xavier, pour Thomas. Moi, je pense que tu connais ma réponse. Ah, je pense, mais c'est à Ouais. toi de me la dire. Bah ouais, Lukaku, et j'espère que Évidemment. Openda va pas quitter la sélection parce qu'il a pas été nommé, J'espère qu'on va pas avoir un deuxième cabis, Ouais, effectivement. Ouais, c'est quand même très très compliqué, mais Rudy Garcia a l'air en tout cas de travailler sur une gestion de vestiaire pour le moment pas mal. On a dit oui, il a travaillé avec des égos, Cristiano Ronaldo notamment, etc. On espère en tout cas que ça pourra être assez intéressant. Un petit prono pour terminer sur cette double confrontation. On rappelle, hein, c'est importantissime parce que la Belgique doit rester dans le pot A, le pot des meilleurs. Sinon, ça peut être très compliqué, notamment pour les sponsors, etc. Financièrement, on sait que notre fédération est en train de souffrir, donc c'est important. Est-ce que la Belgique va aller chercher justement cette qualification ou plutôt gagner ses barrages pour rester dans la Ligue A? Carole? Oui, bien sûr. Ouais. Oui. Ouais, double confrontation, double victoire. Oui. Mais moi, je pense qu'ils vont le faire quand même. Allez, c'est un total, à vous de nous le dire, bien évidemment, comme d'habitude, n'oubliez pas hein, de liker, abonnez-vous à cette vidéo pour encore plus de nouveautés et de surprises. C'est un grand plaisir d'être toujours, chaque mardi en votre compagnie. On va passer à la patte de l'expert. Thomas, tu nous réserves quelque chose ou pas? Tu me fais des grands yeux. Oui et non, mais en fait, la patte de l'expert, c'est que ça rejoignait un peu ce qu'on a fait avec l'happening. Donc, D'accord, c'était, ok, c'était une c'était patte de ça. l'expert happening en fait. Oui, voilà, c'était. D'accord. J'avais mixé, ouais. Eh ben c'est très bien, donc du coup tu l'as déjà faite, c'est magnifique. Exactement. On peut avancer sur le Par conducteur. contre, on n'a pas parlé, on n'a pas demandé les joueurs à Karol Gerhardt après qu'on ait fait le tour. C'est vrai, Donc, Carole, tu nous as pas donné ouais, ton nom. Donc, Alors, on t'es attend. joueur sur la phase classique. Gardien, Simon Mignolet. défenseur central. Pourquoi défenseur central? Parce qu'on peut pas mettre aux alliés. moi, j'aime bien mettre... Ouais, défenseur, on peut Non, mettre un non, bac. non, hein. non, tu peux mettre les ailiers, vas-y. J'aime mettre Seyss de Bruges. Seyss, ok, c'est Ah, intéressant. Quel joueur magnifique. Il est venu comme ça. Et même si ça, je trouve aussi une très bonne joueur. Les dernières semaines ont quand même manqué un peu à Bruges parce à cause de cette blessure. Le Seyss, là, sa présence, parce qu'il est tellement présent, moi je l'adore. Tu retrouves un peu la mentalité de Karol Gerhardt dans Seyss ou pas? Oui, mais ce que j'aime voir dans les joueurs de foot, défenseur, mais aussi qualité de footballistique aussi. C'est pas juste qu'il a mentalité, mais ses qualités, sa rapidité et tout. C'est vraiment, ouais. Lui, il peut être extrêmement précieux pour les Diables Rouges. Hein, dans Bien le sûr, futur. oui, oui. Ça va être Je suis très convaincu. intéressant. Milieu de terrain. Ben, beaucoup de choix. Moi, j'ai entendu des noms aussi qui sont pour moi très valables. Moi, je veux ajouter Hans Van Aken. Allez, encore un bon choix. Yachari, je l'adore aussi. Yachari. Écoute, je l'adore. Pour moi, c'est le joueur de la semaine. Ses assists, ses buts contre Charleroi, encore en Ligue des Champions. Waouh, il était exceptionnel. Donc voilà. Mais le problème, c'est que c'est le seul problème avec Jachari, c'est que chaque semaine, c'est le joueur de la semaine. C'est ça, donc si c'est plus qu'à choisir chaque et on semaine. parle un peu de Onyedika qui est quand même super bon joueur aussi. Ouais, Et plus dans c'est quand même plus dans l'ombre, Ouais. mais quel Il est bon important, joueur. ouais. Il est très important. C'est vrai. Mais Bruges, t'es en train de citer Oui, que des joueurs de Bruges. oui, donc, oui, on parle pas d'attaquant. Est-ce qu'on peut prendre Talbi? tu peux prendre Talbi, Ah, bien bah, sûr. évidemment. Ok, donc on va faire le 11 c'est de base, né, voilà. voilà. Le 11 de base brugeois pour Voilà. Carole. T'avais pris qui en gardien ou on l'a pas encore dit? Il a pris Mignolet. Ah, Mignolet. Mignolet. Ah ouais, Mignolet. c'est vraiment 100% Bruges. Ouais, c'est ça. Et tu les vois vraiment Ben, champions. Après, ça se vaut. Écoute, hein, ça se vaut. j'adore aussi Penders qui a fait Ouais. un jeune joueur. J'adore son jeu de pied là. Mhm. Ça relance et tout, ça calme, il s'entend. Il va faire un très très grand futur. Kouzman, c'est Anderlecht qui fait une super bonne saison. Hein. C'est vrai. Mais Beaucoup de voilà. gardiens ont été à haut niveau dans cette phase Parce que classique. même Rouf, avant sa blessure, il était fort Rouf, aussi. Lamens, Rouf, ouais, oui, ils ont- oui. il y a eu des très bons gardiens en phase classique. Tu les vois champions cette saison, Bruges?
Ils vont être très proches, oui. Ils vont être très proches. Allez, t'as pas envie de te mouiller, c'est pas grave, on passe Ben, au... écoute, voilà, c'est comme ça. Ils vont se battre avec Genk qui sera là aussi. Ouais. Et espérons une troisième Ouais. équipe comme Voilà. l'Union, peut-être. Bah, moi je me mouille, je pense que l'Union va être champion, voilà, je le dis, je Ouais, le sens, moi, je le il y a sens un bien moment donné aussi. une question d'énergie, voilà, je le fais, et puis on verra, advienne que pourra, comme on dit. On passe au Football Time Award, nos joueurs de la semaine, je vais commencer, tout simplement, je ne l'ai jamais cité, mais je vais le faire, Senne Lammens, plus pour ses progrès, ce qu'il est en train de devenir, que pour véritablement son match contre le Standard. Il a été bon, il a été important dans des moments importants aussi, mais Senne Lammens, c'est un gardien que j'apprécie énormément. Donc voilà, un petit point pour Senne Lammens. On ira dans quelques secondes sur le classement général, ne vous inquiétez pas. Xavier. Moi, j'ai pris Colin Kaufman, c'est simplement parce que j'ai l'impression, encore une fois, que c'est lui qui a fait gagner Anderlecht ce week-end, parce que Bruges, le cercle, il poussait, il méritait vraiment de revenir à 1-1, et Kaufman, il est toujours là pour justement garder Anderlecht dans le match, et c'est arrivé plein de fois durant la saison, encore plus ce week-end, et donc il méritait d'être mis en avant ce week-end, je pense. Le gardien qui a le plus gardé ses cages inviolées depuis le début de saison, le plus grand nombre de clean sheets pour Colin Kaufman. Quentin, qui n'est pas présent, a choisi Ferran Jutgla. Voilà, il rejoint encore, il y a encore un autre fan de Bruges, Carole. Décidément, vous êtes beaucoup cette année. Pour toi, mon Thomas, je vais te laisser aller Ouais, sur ton alors choix. moi, il y avait beaucoup de choix aussi. J'hésitais entre, Alors, il y en avait plusieurs. Il y avait Jachari, Scravers, et il y avait aussi Tsunoda. et Tsunoda. T'as Et choisi finalement, qui j'ai choisi Tsunoda parce Ok. que je trouve qu'il a été excellent et c'est très rare qu'on cite des défenseurs et je pense que c'est vraiment l'occasion parce que il a sauvé son équipe à la Gantoise, plusieurs goals évités grâce à lui. C'est un excellent défenseur qu'on avait déjà découvert la saison dernière parce qu'il était prêté par Cardiff. Il est retourné à Cardiff et il est arrivé ici en janvier et il est vraiment hyper important pour Courtrai et ça se voit 6/6. Il redonne de l'espoir, enfin c'est pas uniquement lui, mais il redonne de l'espoir à cette équipe de Courtrai qui pourrait potentiellement encore se sauver parce qu'on a un magicien. On a un magicien, il s'appelle Stork. C'est Toi, un t'y magicien. crois. Toi, t'y crois. Bah, j'y crois dans un certain sens parce que je connais Stork, c'est pas par rapport à Courtrai, c'est vraiment Stork. C'est un excellent entraîneur qui peut faire des folies. Le classement général. Il y a quelques changements et c'est toujours Ivanovic leader donc Toujours le leader. ouais. On est toujours Toujours parti pour aller lui donner le trophée, alors. ouais, Je vais pour me l'instant, balader ouais. au stade Marianne avec donner le petit trophée à Franjo Ivanovic. Bon, on verra évidemment pour le point bonus. C'est à vous de décider, comme d'habitude, sur X et sur Instagram, le point bonus qui sera donné entre tous les joueurs que nous avons cités. Et puis, pourquoi pas, évidemment, voir une petite interview aussi du joueur. Vous aurez l'occasion peut-être de rencontrer également. On verra. En tout cas, c'est des surprises qu'on vous prépare pour la fin de saison. Juste avant de poser une dernière petite question à Carole, on va lancer évidemment le moment que vous attendez tous et qui bientôt sera sur cette magnifique chaîne YouTube que vous regardez actuellement ou alors que vous nous écoutez en podcast. C'est le temps additionnel de Xavier, le Xavier-vous, cette fois-ci dédié au dernier club qui a gagné une Coupe d'Europe, le KV Mali. Exactement, le KV Malines, comme tu l'as dit, et il y a une autre anecdote sympathique, c'est qu'il y a une saison où ils ont réussi à faire 17 victoires consécutives. Je parle pas de 17 matchs sans défaite, parce que ça arrive encore souvent, mais 17 victoires consécutives, c'est quand même beau quand même pour un club, surtout pour un club comme Malines. Donc au final, il y a quand même des trucs intéressants à découvrir du côté du KV Mechelen. Carole, je voulais terminer avec une petite phrase de fin avec toi parce que tu as réussi beaucoup de choses dans ta carrière. T'es déjà, on le dit, t'es très sollicité, etc. Et bravo pour ça. Ça veut dire que t'as déjà beaucoup réussi des choses en tant qu'entraîneur. Il y en a beaucoup qui aimeraient bien aussi être à ta place. Donc c'est important. T'es un privilégié par rapport à ça, mais tu récoltes le travail de tout ce que t'as semé. Donc félicitations pour ça. Est-ce que si tu pouvais changer quelque chose, tu changerais quelque chose dans ta carrière? Non. Moi, je cherche peut-être un peu à gauche ou droite, mais dans la grande ligne, non, parce que je suis content que je suis devenu avec ma famille aussi, avec mes enfants, avec ma femme. Je vis une vie assez heureuse. Le dernier mois, quand j'étais pas au travail, quand j'étais pas entraîneur, j'ai profité beaucoup avec ma famille, avec ma femme. J'ai voyagé beaucoup. Bien sûr, j'ai regardé beaucoup de matchs de foot, mais j'ai profité aussi la vie aussi vraiment parce que c'est vraiment quelque chose qui est pour moi aussi assez important. Et ma famille, ils le savent aussi. Un jour, quand je vais recommencer, je vais être à 100% de nouveau dans le foot. Je suis vraiment passionné. Donc voilà, je changerai pas trop de choses, honnêtement, parce que je suis content avec ma vie. Et ce moment de break, c'est aussi une manière de te rappeler, enfin, que la vie Oui. te rappelle que c'est pas essentiel, c'est pas le plus essentiel. Oui, ça reste ta famille.
parfois, ça te donne une certaine mémoire, mais même quand je suis entraîneur, je suis très bien, ou je suis capable de switch off et on. Quand je vais dormir, par exemple, pendant quand je suis entraîneur, je dors. Je ne vais pas commencer à faire des papiers et ça, et je me lève et trucs, parce qu'il y a beaucoup d'entraîneurs qui ont ça, et moi, je le fais pas, et je trouve de trouver une bonne balance familiale, sportive, important. En tout cas, on te souhaite énormément de choses positives. Merci beaucoup d'avoir été présent dans le Football Time. Tu reviens absolument quand tu veux. Tu es chez toi ici. Tu as quoi que ce soit à dire, tu m'appelles. Tu viens tout de suite t'asseoir dans le canapé. Ça me fait plaisir. Et puis surtout, voilà, on sait que tu es très sollicité. Donc, merci d'avoir pris le temps d'être dans le Football Time. Merci beaucoup, Thomas. Dernière question pour Karel. Tu me réponds juste oui ou non, si tu le veux bien évidemment. Est-ce que tu regrettes d'avoir quitté l'Union Saint-Gilloise, oui ou non? Non. Ok, c'est clair. C'est très clair. Merci Xavier. Avec plaisir. Bisous au chat, bisous au bébé. On se retrouve après la trêve internationale avec encore une fois un invité de marque pour vous, uniquement pour vous. Prenez soin de vous, prenez soin des autres. Le Football Time ne s'arrête jamais parce que le football belge ne s'arrête jamais. Ciao, ciao.